Aujourd'hui, une vive polémique oppose les tenants de la psychanalyse et ceux des thérapies cognitives et comportementales. Les uns soutiennent que notre mal-être provient de conflits affectifs inconscients, les autres qu'il faut plutôt incriminer les défaillances de nos raisonnements conscients. Alors, psychanalyse ou TCC, qui a raison? La question est absolument absurde. Ça reviendrait à demander entre ceux qui font travailler les bras et ceux qui font travailler les jambes, qui a raison. La recherche du bonheur, elle repose sur la satisfaction de toutes les structures de l'esprit. Encore faut-il les connaître pour savoir les développer et les rendre heureuses. La dépression, c'est simplement le symptôme du fait qu'on mène une vie qui ne vous rend pas heureux. Mais le problème, c'est que le bonheur est éminemment différent pour chacun. Ce qui fait qu'on dit généralement qu'on a tout pour être heureux et qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une dépression. Et bien quand on fait une dépression, donc quand le symptôme qu'on n'est pas heureux, c'est qu'on n'a pas tout pour être heureux. Et pour savoir ce qui pourrait rendre heureux, il faut bien définir la personnalité, ses goûts, ses dons, ses particularités. Or, d'une manière générale, les thérapies et les différentes théories sont uniformes, globales et ne tiennent pas compte des différences de personnalité. Alors, paradoxalement, pour définir les éléments de la personnalité, nous nous servons de connaissances qui sont connues et qui sont totalement rejetées. D'une part, les fonctions de Jung que nous avons perfectionnées et la caractérologie de Sen. Alors, on peut se demander pourquoi deux éléments théoriques qui sont archi connus ne sont pas utilisés, et la raison est très simple, c'est qu'elles impliquent un déterminisme. Les fonctions de l'esprit telles que mises en lumière par Jung relèvent du bon sens. Jung en a défini 4, nous en définissons 10, mais elles ne sont que l'extrapolation des 4. Les 4 fonctions sont la sensation, c'est-à-dire les capacités de percevoir ce que nous percevons par les sens. Le sentiment, c'est la fonction d'amour et de haine. Et la pensée, c'est la fonction de raisonnement, c'est la fonction essentielle de l'ordinateur. Et enfin, une quatrième fonction un peu plus subtile, c'est l'intuition, qui est la faculté de voir et de comprendre au-delà des réalités évidentes. Le problème posé par les fonctions, c'est que elles sont inégalement réparties, ou disons inégalement puissantes, suivant les individus. Une certaine proportion d'entre nous ont les 4 fonctions à peu près réparties, et d'autres ont des fonctions très diversement réparties. On a tendance à aborder la vie avec les moyens les plus performants dont on dispose. Si on est doué pour le sentiment, on va être tout le temps occupé de relations affectives amicales. Si on est très doué pour la pensée, on va être plus passionné par la technique. Si on est intuitif, de façon évidente, on va inventer et découvrir tout le temps. L'éducation va soit favoriser l'équilibre naturel des fonctions, soit le contrarier. Alors prenons un ingénieur qui veut que son fils devienne ingénieur, alors que son fils est doué pour les arts, qui relève du sentiment et de la sensation. Alors ce malheureux va s'efforcer à travailler les mathématiques, va laisser se sous-développer la sensation et le sentiment, et finalement va perdre la plus grande partie de son esprit qui va devenir boiteux, et c'est là où on aura les pathologies mentales graves. L'une des pires informations, et qui va conduire à des pathologies graves, c'est quand on veut, on peut. Dire que quand on veut, on peut, ça laisse supposer que si on a une 2 chevaux qui a 50 chevaux sous le capot, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de bonne volonté, on arrivera à en tirer 150 chevaux.
Voilà, et on est dans une absurdité qui fait qu'on va s'épuiser en pure perte, et d'autre part, on va se culpabiliser. Ce qui fait qu'aussi bien au niveau de la morale intérieure qu'au niveau des capacités vers l'extérieur, on a tout dans le fond. Alors, ces fonctions sont des parties constitutives de notre personnalité, ce qui fait que s'il y en a qui sont peu utilisées, c'est exactement comme dans le cas d'une table. Une table qui aurait un pied raccourci deviendrait bancale. C'est ce qui se passe au niveau de l'esprit. Le TOC, c'est le symptôme d'une déficience dans l'esprit, comme dans la plupart des pathologies. Et la plupart du temps, elle implique une très forte infirmité, soit du sentiment, soit globalement de l'intelligence, et qui souvent adopte des principes et des conventions tout à fait inadaptés. Alors, on peut prendre comme exemple de TOC Howard Hughes, qui était encombré de TOC, qui ne pouvait plus vivre. Or, ça repose sur son incapacité d'aimer un être. Une véritable infirmité du sentiment, il était incapable d'aimer avec tout ce que signifie le mot aimer. Donc, la disproportion complète entre l'intuition créatrice et l'absence de sentiment. L'angoisse, ça met en valeur nos théories. L'angoisse n'est pas une maladie, ça signifie simplement que toute partie de la personnalité ne fonctionne pas bien. Donc si on ne connaît pas les structures, on ne peut pas comprendre comment se résout l'angoisse. Alors pour citer un cas d'angoisse, j'ai eu un patient étranger qui était atteint d'une nouvelle maladie détectée par la médecine, l'anxiété généralisée, incompréhensible et incurable, laquelle a été traitée, je dis avec précision, en 5 heures sous 3 jours, il y a plus d'1 an, et le patient se porte comme un chat. Alors pour traiter l'agoraphobie, la claustrophobie, comme toujours, il faut développer ce qui doit l'être. La plupart du temps, l'agoraphobie, c'est développer tout ce qui est en rapport avec l'extérieur, donc la sensation extravertie. Et pour la claustrophobie, il faut développer tout ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit, donc souvent la richesse de réflexion. Dans une névrose, l'ensemble des fonctions de la personnalité, les 4 fonctions, travaillent normalement, donc restent normalement musclées, si on veut faire une image. Et dans la psychose, le mode d'éducation ou les informations que reçoit l'esprit font qu'il va privilégier certains muscles de l'esprit et laisser sous-développer d'autres muscles de l'esprit. Et à ce moment-là, on aura carrément une modification de l'anatomie de l'esprit, et c'est là qu'on sera dans la psychose. On peut comparer avec le corps humain. Les 2 bras, les 2 jambes peuvent illustrer les 4 fonctions. Alors dans le cas de la névrose, on a quelqu'un qui développe bien, qui fait travailler ses 2 bras, ses 2 jambes, mais qui est assez maladroit dans ses gestes, donc il a un peu mal partout parce que il ne coordonne pas très bien ses mouvements, mais son corps reste tout entier. À la différence de la névrose, la psychose peut s'expliquer, c'est imaginons quelqu'un qui, pour des raisons X, ne fasse que travailler que sa jambe droite, fait travailler toujours sa jambe droite, et jamais sa jambe gauche. Alors, un beau jour, eh bien, il lui manque, son corps est, pourrait-on dire, amputé d'un organe. À ce moment-là, il ne peut plus marcher, il ne peut plus s'adapter, et là, on est dans la psychose. Et quant à la schizophrénie, ça s'explique très simplement. Peu à peu, les capacités extraverties se réduisent et l'individu se trouve réduit à son introversion, c'est-à-dire à son monde intérieur, coupé de la relation extérieure.
Pour expliquer la guérison de la schizophrénie, je vais prendre un exemple qui ne relève pas de moi, mais d'une histoire réelle. Pendant la guerre où il y avait pénurie, dans un hôpital psychiatrique, l'ensemble des psychotiques ont été obligés, pour se nourrir, de travailler au potager pour avoir de quoi s'alimenter. Et comme ils ont été obligés d'avoir des activités constantes vers l'extérieur, ils ont redéveloppé leur extraversion, ils sont redevenus tout à fait normaux. Et puis par la suite, le laisser-aller étant revenu, une bonne partie d'entre eux est retournée tout tranquillement à leur psychose. La majorité des manies dépressives que j'ai reçues étaient issues du traitement de la dépression. Pour une raison simple, c'est que le but des antidépresseurs, le but des psychotropes en général, c'est d'endormir un peu l'esprit, donc de réduire la vigilance, la capacité de concentration, et dans certaines situations psychologiques, l'individu ne coordonne plus l'introversion et l'extraversion, et quand l'extraversion et l'introversion se dissocient, on a la manie dépressive. La manie dépressive peut se comparer à un véhicule qui aurait les deux roues avant mal jointes et qui irait tantôt à droite, tantôt à gauche. Chacune des roues, l'une des roues étant l'extraversion, l'une des roues étant l'introversion. Alors quand c'est la roue extravertie qui domine, c'est l'excitation délirante, et quand la voiture retombe sur la roue gauche, qui est l'introversion dramatique, c'est la phase dépressive. Et donc, le problème pour guérir la manie dépressive, c'est de ressouder l'extraversion et l'introversion. Et pour ça, il y a un sérieux problème de musculation de l'anatomie de l'esprit. Quand il s'agit de psychose, les psychotropes, c'est vraiment le miracle, c'est formidable. Grâce aux psychotropes, les asiles d'aliénés d'autrefois n'existent pratiquement plus. Mais quand il s'agit de névrose, notamment de dépression nerveuse, on pourra dire que dans la majorité des cas, donner des psychotropes, ce qui se fait maintenant dans le monde entier, est presque un crime, parce que quelqu'un ne sait pas bien mener sa vie, on lui donne des calmants, ce qui l'amène à la mener de plus en plus mal et en plus à réduire son esprit. Quand pour traiter une situation névrotique banale, le psychothérapeute utilise à la fois la psychothérapie et les psychotropes, on peut dire qu'il est peu performant ou que sa méthode est peu performante. En effet, pour traiter une névrose, on a intérêt à ce que l'individu dispose au maximum de ses moyens d'intelligence, or précisément les psychotropes la réduisent. Les traitements tels que nous les pratiquons offrent une formation complète. Les séances individuelles qui ont pour but de donner une connaissance de soi, les bases théoriques qui étaient données par conférence et qui maintenant sont à la disposition de tout le monde dans nos derniers ouvrages, et ensuite le groupe qui est un élément de formation clinique, on pourrait dire absolu, puisque ceux qui veulent se former se trouvent devant un patient et en situation de montrer ce qu'ils savent faire. Alors, à l'expérience, eh bien, certains se révèlent souvent très rapidement ayant des aptitudes psychologiques extrêmement pointues et sont capables d'aborder globalement une personnalité et de comprendre tout de suite comment se fabrique le trouble. Et ceux qui n'ont pas cette capacité, soit feront autre chose que de la thérapie, soit iront se reporter à des méthodes, parce que toujours le problème, c'est que pour aborder la complexité de l'esprit, il n'y a pas de méthode, ou plutôt il y a 1000 méthodes, et on peut dire que la méthode à employer va varier à chaque séance
en fonction de l'évolution du patient, surtout quand le traitement est bon et que le patient évolue rapidement.